Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je vous présente aujourd'hui notre quatrième cours sur les principaux composants d'un ordinateur et plus précisément sur la mémoire cache. Donc, ce cours est composé de deux parties. Donc, une première partie sur la mémoire cache et une seconde partie sur la hiérarchie des mémoires. D'abord, le cache ou bien l'antémémoire est une mémoire intercalée entre la mémoire et le processeur, ou bien entre la mémoire et un périphérique. Donc, la mémoire cache est souvent fabriquée avec de la mémoire SRAM, c'est-à-dire de la mémoire statique, et parfois avec de l'EDRAM, c'est-à-dire la mémoire dynamique embarquée. Voici un exemple de mémoire cache. La mémoire cache est un type de mémoire RAM, c'est-à-dire Random Access Memory, ultra rapide, conçue précisément pour stocker des fichiers, des dossiers et des informations ou pour exécuter des fonctions spécifiques pour lesquelles seule cette mémoire a été conçue. La mémoire cache exécute des fonctions très spécifiques et fonctionne aux côtés d'autres composants permettant à un ordinateur ou à un périphérique de fonctionner plus efficacement. La mémoire cache agit comme un tampon entre le processeur et la mémoire principale. Elle est utilisée pour maintenir les parties de données et programmes qui sont le plus fréquemment utilisés par le processeur. Les parties de données et les programmes sont transférés du disque vers la mémoire cache par le système d'exploitation. Les données stockées dans une mémoire cache pourraient être les résultats d'un calcul plutôt ou des doublons de données stockées ailleurs, c'est-à-dire des copies des données de l'ordinateur. Où peut-on trouver une mémoire cache? La mémoire cache peut être trouvée dans les disques durs, ou bien dans les mémoires vives, ou bien dans les serveurs de pages dynamiques, ou dans les serveurs de base de données, comme elle peut être trouvée dans les microprocesseurs. Passons maintenant au concept de cache interne et de cache externe. Bon. Un cache interne est dit interne s'il est situé sur la même puce que le processeur. On parle également de cache en chip. Et dans le cas où notre cache est accessible via un bus externe au processeur, donc là, on parle de cache externe. Parlons maintenant de la mémoire cache du processeur. Donc, voici un exemple de mémoire cache externe au processeur, c'est-à-dire non intégrée au processeur. Toujours dans le cadre des mémoires cache de processeur, donc voici un exemple de mémoire cache à deux niveaux. Donc, nous remarquons ici que ce processeur est constitué de deux niveaux de cache. Nous avons le cache L1 qui est composé d'une partie L1 cache de données et L1 cache d'instructions. C'est-à-dire le cache L1 est constitué de deux parties, une partie pour les données et une partie pour les instructions. Tandis que le cache L2 est constitué d'une seule partie. Il existe trois catégories différentes classées par niveau pour les caches de processeurs. Donc nous avons le niveau L1, le niveau L2 et le niveau L3. Le cache L1 est généralement intégré à la puce du processeur et sa taille est la plus petite. Elle varie entre 8 kilo-octets à 64 kilo-octets. Il s'agit également du type de mémoire le plus rapide à lire par le processeur. Les processeurs multicœurs auront généralement un cache L1 distinct pour chaque cœur, c'est-à-dire que chaque cœur du processeur a son propre cache L1. Les caches L2 et L3 sont plus grands que le cache L1, mais leur accès est plus lent par rapport au cache L1. Le cache L2
fait généralement ou bien parfois partie du processeur, mais constitue souvent une puce séparée entre le CPU, entre le processeur et la RAM. Voici un exemple d'un processeur à 4 cœurs, d'un microprocesseur à 6 cœurs. Donc nous avons les cœurs du cœur 1 au cœur 6. Donc vous allez remarquer que chaque cœur dispose de son propre cache de niveau L1. Nous avons ici par exemple le cache L1 est de taille 32 kg. Donc c'est très petit par rapport au cache de niveau L2 ou bien de cache de niveau L3. Donc vous allez remarquer que chaque cœur possède son propre cache L1. Donc chaque cœur a un cache L1 de 32 kilo-octets. Par contre, vous allez remarquer que chaque paire de cœurs, par exemple, nous avons ici le cœur 1 et le cœur 4, partagent le même cache de niveau 2, dont la taille est de 3 mégas. Donc, il est à remarquer que la taille des caches L2 est plus grande par rapport à la taille d'un cache L1. Donc, dans cet exemple, du moment où chaque paire de cœurs partage un cache L2, donc nous avons 3 caches L2. Pour le cache L3, donc nous remarquons dans cet exemple que le cache L3 est partagé par tous les cœurs du processeur. Il est également d'une taille plus importante que celle d'un cache L2 et bien évidemment plus importante que la taille d'un cache L1. Donc, il est de taille 16 mégaoctets. Passons maintenant au principe et fonctionnement de la mémoire cache. Donc, l'accès au cache est très simple. On commence d'abord par vérifier si notre adresse correspond à une donnée du cache le plus rapide, c'est-à-dire, dans notre cas, le cache, c'est le cache L1. Si elle n'y est pas, on effectue la même vérification pour le cache de niveau inférieur, c'est-à-dire le cache L2. Si une donnée est présente dans l'un de ces deux caches, donc on la charge directement dans le processeur, c'est-à-dire dans le séquenceur dans le cas des instructions, ou bien en entrée des unités de calcul dans le cas d'une donnée. Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où on ne trouve pas la donnée au niveau du cache L1 ni au niveau du cache L2, donc là, on doit aller chercher la donnée en mémoire. Le microprocesseur n'a pas conscience de la présence du cache. Il lui envoie toutes ses requêtes comme s'il s'agissait de la mémoire principale. Donc d'abord, soit la donnée ou l'instruction requise est présente dans le cache et elle est alors envoyée directement au microprocesseur. Dans ce cas, on parle de succès de cache ou bien de hit. Sinon, la donnée ou l'instruction, si elle n'est pas dans le cache et le contrôleur de cache envoie alors une requête à la mémoire principale pour rechercher notre donnée. Donc, une fois l'information récupérée, une fois la donnée récupérée, il la renvoie au microprocesseur tout en la stockant dans le cache. Donc, dans ce cas, on parle d'un défaut de cache ou bien d'un miss. Donc, voici une illustration de ce qu'on vient de dire. Donc, dans le cas où le microprocesseur demande une information auprès de cache et que le cache dispose de cette information, c'est-à-dire la donnée recherchée est présente au niveau du cache, elle sera envoyée directement au microprocesseur. C'est le cas d'un succès de cache ou bien d'un hit. Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où le microprocesseur envoie une requête au cache pour rechercher la donnée et la donnée elle n'est pas présente au niveau du cache, donc le cache va envoyer une requête à la mémoire pour rechercher cette information. La mémoire va envoyer l'information recherchée au niveau du cache et le cache va envoyer également cette information au niveau du processeur tout en gardant une copie. Donc dans ce cas, on parle d'un défaut de cache.
ou bien des miss. Passons maintenant à la gestion de la mémoire cache. Donc, commençons d'abord par quelques définitions. Donc, une ligne est le plus petit élément de données qui peut être transféré entre la mémoire cache et la mémoire de niveau supérieur. Donc, la taille de la ligne est égale à la taille du bloc. Le mot, donc nous avons déjà vu la définition d'un mot. Donc, c'est le plus petit élément de données qui peut être transféré entre le processeur et la mémoire. Passons maintenant à la définition du principe de localité. Le principe de localité affirme que les informations auxquelles va accéder le processeur ont une forte probabilité d'être localisées dans une fenêtre spatiale et une fenêtre temporelle. Donc, on sous-entend par fenêtre spatiale un repère spatial, là où on doit positionner l'information. Et la fenêtre temporelle consiste à positionner le temps nécessaire pour cette information. Donc la localité spatiale suggère de copier des blocs de mots dans le cache plutôt que des mots isolés, c'est-à-dire au lieu de stocker, de garder, de copier des mots isolés au niveau du cache, elle suggère de copier des blocs de mots entiers. Et la localité temporelle, quant à elle, elle suggère de conserver pendant quelque temps dans le cache les informations auxquelles on vient d'accéder. Donc, essayons d'expliquer encore. Donc, la localité spatiale indique que l'accès à une donnée située à une adresse X va probablement être suivi d'un accès à une zone très proche de X. C'est évidemment vrai dans le cas d'instructions exécutées en séquence et plus vrai encore pour les boucles courtes. Prenons l'exemple de tableau ou bien de structure, c'est-à-dire d'enregistrement. Donc, il est évident que si on travaille avec un élément d'un tableau, par exemple, donc il est évident de sauvegarder tout le tableau en entier, et même parfois, même les données qui sont près du tableau, dans le but de les utiliser dans le but de les rapprocher du processeur dans le cas où on aura besoin de ces données. Pour la localité temporelle, elle indique que l'accès à une zone mémoire à un instant donné a de fortes chances de se reproduire dans la suite immédiate du programme. Donc c'est évidemment vrai dans le cas des boucles de quelques instructions seulement. Donc l'exemple de structure itérative. Toujours dans la gestion de la mémoire cache, donc passons maintenant à la correspondance entre le cache et la mémoire centrale. Donc ça s'appelle également le mappage ou bien le mapping. Donc la taille du cache est beaucoup plus petite que la taille de la mémoire, ça c'est clair. Donc il faut définir une stratégie de copie des blocs de données dans le cache. Donc cette méthode s'appelle le mappage ou bien le mapping. Donc du moment où on aura besoin d'informations au niveau du cache et que le cache ne peut pas contenir ou bien tenir toutes les informations qui se trouvent au niveau de la mémoire centrale, donc il faut définir une certaine stratégie pour pouvoir copier la partie de la mémoire des données à partir de la mémoire centrale dans le cache. Donc, parmi les stratégies les plus connues permettant de faire ou bien d'assurer cette correspondance entre le cache et la mémoire, nous avons la correspondance directe, Direct Mapping Cache. Donc, dans cette stratégie, le bloc N de la mémoire principale peut se retrouver seulement dans le bloc M, tel que M est égal à N modulo SB, c'est-à-dire le reste de la division de N par SB de la mémoire cache, où SB est la taille en nombre de blocs de la mémoire cache. Donc, prenons par exemple la donnée qui se trouve au niveau de l'adresse 16000
384. Donc, si on utilise une correspondance directe, donc là, on doit diviser l'adresse, c'est-à-dire le n, l'adresse de cette donnée, par le nombre de blocs se trouvant dans le cache. Donc, dans ce cas, nous avons 16 384 plus 1, vu que nous avons commencé l'adressage à partir de 0. Donc, 16 384 blocs représentent la valeur du SB. Donc, nous allons diviser 16 384 par 16 384. Donc, nous allons trouver 1. Et le reste de division sera égal à 0. D'où nous avons stocké cette information ou bien cette donnée au niveau du bloc 0 du cache. Donc, passons maintenant à la deuxième stratégie, qui est la correspondance totalement associative, the fully associative cache, où chaque bloc mémoire peut être placé dans n'importe quel bloc du cache. Donc, dans cette stratégie, je peux placer n'importe quelle donnée de la mémoire, n'importe quel élément de la mémoire dans n'importe quel bloc du cache. Par exemple, je peux placer la donnée se trouvant dans le bloc 5, dans le bloc 0 de la mémoire cache, dans le bloc 1, dans le bloc 2, ainsi de suite. Je peux également placer la donnée qui se trouvant dans l'adresse 32 738 dans n'importe quel bloc de notre mémoire cache. La troisième stratégie est la correspondance associative par ensemble, the set associative cache. Donc, dans cette stratégie, il va y avoir une séparation de la mémoire cache en groupes de blocs et associativité complète dans un groupe. C'est-à-dire que le bloc N de la mémoire principale peut se retrouver dans n'importe quel bloc du groupe G, où G est égal à N modulo SG de la mémoire cache. Donc SG étant le nombre total de groupes de blocs dans la mémoire cache. Donc prenons par exemple l'adresse 32 738. Donc si je veux placer la donnée se trouvant dans cette adresse dans un cache qui applique la stratégie associative par ensemble. Donc là, nous avons par exemple, nous allons regrouper nos blocs par 2. Donc nous allons avoir 16 384 blocs divisés par 2 groupes. Groupe au niveau de la mémoire cache. Et nous allons essayer de calculer le G en divisant le N par le résultat de la division de 16 384 par 2. Et comme ça, donc, par exemple, pour l'exemple 32 738, donc, nous allons placer notre donnée du moment où le reste de la division est égal à 0. Donc, nous allons le placer soit dans le bloc 0 ou bien dans le bloc 1. Parce que les blocs 0 et 1 sont regroupés ensemble. Donc là, vous allez remarquer que nous avons essayé de composer les deux stratégies précédentes qui sont l'association directe et la correspondance directe ainsi que la correspondance associative, complètement associative. Pardon. Bon, passons maintenant aux algorithmes de remplacement. Donc, qu'est-ce qu'un algorithme de remplacement et quand est-ce qu'on aura besoin d'un algorithme de remplacement? Donc, si le cache est plein et que le processeur a besoin d'un bloc qui n'est pas dans le cache, donc il faut remplacer un des blocs du cache. Donc, bien sûr, en l'écrasant. Donc, les stratégies employées sont principalement 4. Il existe bien évidemment d'autres stratégies qui sont utilisées également. Donc, nous allons commencer par la première stratégie qui est la stratégie aléatoire qui consiste à choisir un bloc candidat de manière aléatoire.
La deuxième stratégie, qui est la stratégie FIFO, donc, consiste à choisir le plus ancien bloc du cache pour qu'il soit remplacé par le nouveau bloc. Donc, la troisième stratégie consiste à choisir le bloc le moins récemment utilisé, the least recently used. Et la dernière stratégie consiste à choisir le bloc le moins fréquemment utilisé, qui n'est pas trop utilisé, the least frequently used. Bon, les stratégies concernant l'utilisation LRU et LFU sont les plus efficaces. Ensuite vient la stratégie aléatoire. Et en ce qui concerne le côté facilité d'implémentation ou bien simplicité, les stratégies aléatoires et FIFO sont les plus faciles à implémenter. Passons maintenant à la performance d'une mémoire. Donc, on peut évaluer la performance d'une mémoire utilisant un cache par le calcul du temps d'accès mémoire moyen. Donc, le temps d'accès mémoire moyen est calculé en fonction du temps d'accès succès plus le taux d'échec fois la pénalité d'échec. Tel que le temps d'accès succès est égal au temps d'accès à une donnée résidant dans le cache. Donc, le taux d'échec est égal au nombre de défauts de cache divisé par le nombre d'accès au cache. Ce taux d'échec est égal également à 1 moins le taux de succès, tel que le taux de succès est égal au nombre de succès divisé par le nombre d'accès au cache, c'est-à-dire le nombre de hits divisé par le nombre total d'accès au cache. Donc, essayez de retenir, s'il vous plaît, ces formules parce qu'on aura besoin de les utiliser pour les travaux dirigés. Prenons maintenant un exemple permettant de montrer la performance d'une mémoire cache. Donc, lors de l'exécution d'une instruction, le processeur prend du temps pour la décoder, pour accéder aux données en mémoire nécessitées par cette instruction et pour déclencher les opérations sur ces données. Donc, voici un cas illustratif, c'est-à-dire à l'aide de données. Donc, par exemple, la durée d'un cycle d'horloge est égale à T, la pénalité d'échec est égale à 10 cycles, la durée d'une instruction sans référence mémoire est égale à 2 cycles, le nombre de références mémoire par instruction est égal à 1,33, le taux d'échec est égal à 2%, donc c'est-à-dire nous avons 2 miss par rapport pour chaque 100 accès, nous avons 2 miss. Et pour le temps d'accès succès, il est négligeable. Donc, le temps d'exécution moyen d'une instruction est égal à 2 plus 1,33 fois 2% fois 10 T. Donc, il est égal à 2,27 T. Donc, dans le cas où il n'y a pas de cache, c'est-à-dire on n'utilise pas de cache, le temps d'exécution moyen d'une instruction sera égal à 2 plus 1,33 fois 10 T. Donc, c'est égal à 15,3 T. Donc, vous allez remarquer que 2,37 T est beaucoup plus intéressant que 15,3 T. Donc, la dernière partie de ce cours est consacrée à la hiérarchie des mémoires. Donc, là, ce qu'il faut retenir, c'est que les mémoires utilisées au niveau du processeur sont les mémoires de capacité la plus petite et de temps d'accès le plus rapide. Donc, les mémoires cache, donc les suivent, c'est-à-dire toujours les mémoires concernant le processeur sont les mémoires de capacité la plus petite. Donc, nous avons après donc, les mémoires cache de niveau L1, donc sont un petit peu plus grandes que les registres, mais le temps d'accès au cache L1 est aussi important. Bon, il n'est pas aussi important que le temps d'accès au registre, mais il est plus important que le temps d'accès au cache L2 et au cache L3. Donc, plus on descend
dans ce triangle. Donc, nous allons remarquer que la capacité augmente, mais la capacité augmente, mais le temps d'accès augmente également. Donc, malgré que, bon, les registres ont une capacité inférieure, mais l'accès au registre est beaucoup plus rapide que l'accès, par exemple, à un disque dur IDE. Donc là, plus on descend, plus la capacité mémoire augmente, mais au contraire, plus le temps d'accès augmente aussi. Ok? Donc là, nous avons dans la hiérarchie les mémoires physiques telles que les mémoires EDO, les SDRAM, les DDRAM, les DDRAM. Donc, euh, ensuite, nous avons les SSD, les disques durs SSD, les flash disques. Et enfin, nous avons les disques durs, par exemple, les disques, les, les disques IDE, par exemple. Donc, c'est tout pour cette présentation. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous au prochain cours, Inch'Allah.